Ravi de vous retrouver dans Autrement Politique, l'espace où les grandes questions nationales sont abordées avec rigueur et lucidité. Pour ce 20e épisode, nous nous intéressons à l'évolution de l'actualité autour du PDCI-RDA entre réorganisation interne et projection électorale. Ensuite, nous poserons une question centrale dans le contexte actuel. Le dialogue politique est-il encore possible en Côte d'Ivoire? Autrement Politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire est en mouvement. Nouveaux discours, initiatives, mobilisation, où en est réellement le PDCI-RDA? On fait le point avec monsieur le ministre Youssouf Bamba, conseiller du président du PDCI-RDA, et maître Jean-Chrysostome Blessy, avocat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Bonsoir très chers invités et bienvenue sur notre plateau. J'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours avant d'aborder le premier thème de notre échange. Bien, merci de m'avoir invité à cette discussion, à cette émission. Je voudrais dire que ce qui m'a marqué, m'a même beaucoup ému, c'est le bombardement de l'église catholique, de la seule église catholique à Gaza. La guerre, la violence des hommes, l'affirmation des égaux, la soi-disant préservation des souverainetés, la lutte pour la survivance de son peuple ne fait pas de limites, ne se donne plus de limites. Là où les gens sont cachés dans la sphère sacrée, là où les personnes se cachent parce qu'elles pensent avoir trouvé le lieu nécessaire pour pouvoir sauver leur vie, la violence des hommes y arrive. Il n'y a pas vraiment de frein. Et cela m'a choqué, m'a beaucoup ému, m'a attristé, m'a consterné. Et j'ai écouté les excuses et les sentiments de ceux qui l'ont fait. Ça ne m'a pas convaincu. C'était froid, c'était hypocrite. J'ai vu aussi la réaction du pape. Il faut que ces réactions arrivent très souvent, de façon virulente, même si on est en matière d'église. C'est ces éléments, c'est ce point précis de l'actualité qui m'a beaucoup attristé toute cette semaine. Donc, à côté de ces faits assez importants sur le plan international, les petits atermoiements que nous remarquerons ici, la précipitation d'une rencontre entre le RHDP et la CAPSI, la rencontre des femmes du PDCI qui appellent à une mobilisation pour que nos enfants en prison puissent sortir, et tout ça n'est que menu fretin. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce fait d'actualité internationale m'a vraiment marqué. Merci maître. Monsieur le ministre? Bien entendu, merci. Je m'associe au sentiment de maître Blessy sur ces faits marquants de l'actualité internationale. Mais moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'est plutôt au plan interne. La mobilisation des militants du PDCI pour l'opération de parrainage. Je crois que c'est la traduction de l'engagement continu du PDCI qui démontre la résilience de notre parti et sa farouche détermination à pouvoir traduire dans les faits tout ce que ce parti représente pour nous et l'espoir que cela représente pour la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Cheikh Tidiane Dièye. Justement, en parlant de parrainage, qui fait partie de l'actualité politique du PDCI-RDA, où en est-on du processus? Concernant ce processus, je pense qu'il faut prendre les choses depuis leur contexte. Il faut comprendre que mon intervention ne va pas porter sur le principe même du parrainage. On a déjà discuté longtemps. Le PDCI, depuis 2020, a essayé ce parrainage. Il est encore discuté par tous les acteurs qui viennent de rejoindre la sphère politique. Mais ce que je voudrais dire, c'est deux choses. La première chose, c'est l'intervention curieuse du décret qui a autorisé, qui a organisé les modalités du parrainage. Il faut se rappeler que tous les représentants des partis politiques concernant le parrainage s'étaient retrouvés à la CEI discutant de ces éléments-là
Et ceux qui faisaient la formation ont dit le décret va venir, les décrets en préparation, les décrets en préparation. Et puis curieusement, après une conférence de presse du PDCI RDA qui venait pour dire que les propos tenus par le président de la CEI tendant à faire croire que ceux qui étaient inscrits ou pas sur la liste électorale ne bénéficieraient pas du kit pour faire le parrainage, curieusement, le même soir ou le lendemain, un décret intervient, antidaté longtemps, et qui introduit des nouvelles pratiques, des nouveaux outils. Ça a surpris. Ça a vraiment surpris. Deuxièmement, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est que personne ne fait confiance à la CEI, à la Commission électorale indépendante. Et je pense que lorsqu'on veut renforcer la confiance au niveau de la population, au niveau des acteurs politiques, des parties prenantes à un processus électoral, il faut quelquefois appeler les gens pour participer ensemble à la confection des nouveaux outils. Le parrainage biométrique. Mais attendez, ça fait combien d'années, 20 ans, que tout le monde se plaint de cet appareil qu'on utilise à l'occasion des élections, des tablettes qui ne fonctionnent pas, qui sont en panne à des heures précises, comme si quelqu'un l'avait programmé pour, et qui nous créent d'énormes difficultés. D'où vient-il qu'on introduit cette même tablette dans le processus de recueil des parrains? Et puis, cette tablette, elle a été décidée avec qui? Personne. Elle a été configurée avec le contrôle de qui? Personne. Qui l'a paramétrée à partir de quelles données techniques? Personne ne sait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? Sur le terrain, les collecteurs ont toutes les difficultés. L'appareil reçoit 2 parrains et puis tombe en panne. Un parrain tombe en panne et ne pourra être restauré que 1 heure plus tard, ce qui vous enlève 1 heure de travail, 1 heure de parrainage. Mais attendez, quand on a perdu son chemin, on revient à la bifurcation. Lorsqu'on n'a pas, on sait que cet élément ne fonctionne pas, mais faites un communiqué précis pour dire que laissez tomber le parrainage biométrique qui ne marche pas du tout pour qu'on puisse aller au manuel. Donc aujourd'hui, les collecteurs se trouvent sur le terrain. Il y a un engouement au niveau des sympathisants de Cheikh Tidiane Thiam qui se sont regroupés, ils font tout pour que, dans un très bref délai, le parrainage tel que visé par la loi, les 1% visés par les textes du code électoral, puisse être dépassé très rapidement pour dire que la Côte d'Ivoire a un candidat, la Côte d'Ivoire donne le parrainage à un candidat qui est Cheikh Tidiane Thiam. Ça va bien sur le terrain. Est-ce à dire que le PDCI est retourné à la CEI vu que vous êtes actif sur le terrain? Concernant la question du parrainage, vous aurez dû peut-être poser cette question à celui qui est venu avant moi, M. Kwame Swanga, qui est le coordinateur central du parrainage. Le PDCI n'est pas à la CEI. Et si vous avez suivi l'actualité, j'ai pondu en tant que secrétaire exécutif chargé des élections un communiqué qui est partout, la presse, qui interpelle notre personnel politique d'avoir à ne pas répondre aux invitations récentes et pressantes de la CEI. Il faut se rappeler que le 11 avril 2025, la haute direction du PDCI a pondu une déclaration dans laquelle elle fait le point de l'activité politique, des refus politiques, de l'immobilisme politique concernant le processus électoral, et décidait donc de suspendre sa participation à toutes les activités de la CEI, non seulement au niveau de sa commission centrale, mais au niveau des structures locales. Cette suspension n'a pas été retirée. Elle existe toujours. Donc, quand la CEI veut installer ses comités, les cellules de base à l'intérieur du pays, nous interpellons les militants du PDCI pour dire « cela ne nous concerne pas. Restez à l'écart de tout ça. Toute activité menée par la CEI ne vous concerne pas. Toutes les activités menées par la CEI ne concernent pas le PDCI RDA. » Et même, il faut se rappeler que la personnalité qui avait été proposée par le PDCI RDA et qui aurait prêté serment et tout cela, qui était à la commission centrale, a suspendu sa participation à
cette commission centrale. Donc, le PDCI n'est pas concerné par les activités de la CEI. Mais, la CEI a fait un communiqué dans lequel elle demandait que les candidats à la candidature fassent connaître le nom de leurs coordonnateurs centraux et adjoints et collecteurs régionaux pour que ces personnes-là soient connues de la CEI afin de commencer le processus de parrainage. Le destinataire donc de ce communiqué était le candidat à la candidature. Cheikh Tidiane Thiam est candidat à la candidature. Donc Cheikh Tidiane Thiam, en tant que candidat à la candidature, répond au communiqué de la CEI. Et Cheikh Tidiane Thiam désigne son mandataire ici, qui a charge de le représenter dans tout le processus électoral tel que mis en place par la CEI. Comprenez donc qu'il y a le candidat à la candidature et il y a le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA est en dehors complètement de toute l'activité de la CEI. Cheikh Tidiane Thiam, en tant que candidat, désigne son coordinateur central, M. Swanga Patrice, désigne l'adjoint, M. Denis Claude, et met en place la structure pour faire le parrainage. Bien évidemment, les militants du PDCI-RDA, qui sont à 100% des soutiens du candidat Cheikh Tidiane Thiam, s'organisent sur le terrain pour que Cheikh Tidiane Thiam puisse bénéficier de leur parrainage afin de répondre à l'obligation du code électoral. Monsieur le ministre, plusieurs jeunes militants du PDCI ont été arrêtés. Quelle lecture faites-vous de ces arrestations? Ben, c'est une manifestation flagrante de la violation des droits des citoyens. C'est-à-dire c'est la restriction de la liberté d'expression du citoyen ivoirien qui est démontrée par ces arrestations. Parce que la Côte d'Ivoire est signataire des pactes, des accords, des conventions internationales qui garantissent les droits de l'homme, la liberté d'expression et les droits civils et politiques. Et ces arrestations, pour nous, traduisent vraiment un recul de la garantie de ces droits, un recul de la démocratie et un recul de l'état de droit. Et c'est déplorable et nous le regrettons. C'est quelque chose qui est inacceptable. Est-ce que le parti envisage des actions juridiques pour protéger ces militants-là? Non, je voudrais d'abord revenir sur cette question. Allez-y, maître. Il y a le droit, il y a la force de la politique qui veut supplanter forcément le droit. Mais il faut que la force de la politique puisse trouver de la tempérance, de la vraie tempérance, pour que nous ne soyons pas la risée de la communauté internationale. Lorsqu'on veut mettre aux arrêts, on veut interpeller M. Blessy, on lui envoie une convocation. Il répond à cette convocation. Le code de procédure pénale établit des procédures précises qui sont là. Mais on ne va pas surprendre quelqu'un dans un kiosque qui attend un parent pour faire un voyage. Là, des gens qui ne sont même pas en tenue habituelle. Non. Non. Ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est qu'on fait tout pour habiller les procédures simples du terreur. Pour peut-être dans le cadre d'une stratégie de terreur pour faire peur à nos militants, pour que les gens ne parlent plus. Écoutez, j'étais en France quand j'ai appris, j'ai lu cette pensée. Ils disent qu'en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression existe. Mais c'est la liberté après l'expression qui pose problème. Vous voyez? Nous sommes la risée du monde. Il faut que les gens se calment. Maintenant que ces arrestations ont été faites, est-ce que le PDCI envisage des actions juridiques pour permettre à ces militants de retrouver la liberté? Oui, ces militants déjà sont gérés par un pôle d'avocats. Il y a des avocats, à l'occasion de leur première comparution devant le juge d'instruction ou partout, ont été assistés des avocats qui sont commis, qui sont du pool, la veille juridique du PDCI-RDA. Et cela va continuer. Il y a aussi des personnalités du PDCI qui
aident d'autres avocats qui ont commis des avocats pour pouvoir les assister. Il y a aussi, donc, toute la procédure qui est mise en place est suivie par des avocats. Mais je voudrais vous dire, mais est-ce que les concernant, le droit est droit, un avocat fait de l'assistance comme il faisait, il tenait le biberon à côté, simplement dépourvu de tout pouvoir de plaider réellement que les procédures qui sont mises en place ne sont pas exactes, ainsi de suite. La politique prend le dessus. La politique prend le dessus. Mais nous sommes là toujours en train d'assister nos militants. Et quel message pourrez-vous adresser à ces jeunes, à leurs familles et aux militants qui craignent justement l'augmentation de cette répression? J'étais dans le salon du président Bédié quand il est arrivé qu'il soit séquestré par des forces de l'ordre. J'avais eu à intervenir auprès de l'un d'entre nous qui était très agité et qui semblait avoir peur de ce qui survenait. Je lui ai dit calmement que l'engagement dans lequel nous sommes allés, l'engagement politique, l'engagement auprès du PDCI-RDA, la lutte pour que la Côte d'Ivoire se retrouve, contient ces éléments d'arrestation arbitraire et tout cela. Je voudrais dire à mes frères, à Innocent, à Macron, que c'est la force de la lutte qu'ils ont entamée pendant qu'ils étaient en liberté qui les a conduits là-bas. Il faut qu'ils soient forts. Il faut qu'ils soient forts. Chacun de nous a sa place là-bas dans cette lutte. Il faut qu'ils soient forts. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ce sera nous. Ce sera quelqu'un d'autre. Nous ne les oublions pas. Nous faisons en sorte qu'ils sortent et un bon morceau. Voilà. Merci, Maître. Monsieur le ministre, un message à l'endroit des militants? Absolument, qu'ils ont tout notre soutien, notre solidarité. Et chacun de nous, en ce qui le concerne, dans l'espace de ses activités, de ses compétences, déploie tous les efforts nécessaires en vue de la défense de leurs droits d'abord et de leur relaxation très prochaine. Si la situation de répression, d'intimidation actuelle persiste, est-ce que le PDCI envisage de boycotter les élections ou de suivre la voie électorale? Il y a des mots qu'il ne faut pas employer lorsqu'on sait que le leader du PDCI-RDA, c'est Cheikh Tidiane Thiam. Boycott, action violente, ainsi de suite. Il ne faut pas le faire. La personne est très loin de ces pratiques-là. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ces silences, ces prises de parole réfléchies, ces propos bienveillants à l'égard de chacun, l'absence d'injures, ainsi de suite, nous nous sommes rendus compte que c'est plus fort que la violence des armes, la violence des verbes, ainsi de suite. Le PDCI a une stratégie. Ce n'est pas le lieu d'en parler ici, il y a une stratégie. Mais la politique de la chaise vide, non. Ils auront trop plaisir à constater cela. Nous sommes en face d'eux. Et nous serons ensemble aux élections. Merci, Maître. Chers invités, un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant d'aborder le thème suivant. Je voudrais m'en dire aux téléspectateurs, à tous ceux qui aiment Tidiane Thiam, parce qu'il a une stature, parce qu'il a une vision, il a un comportement. Toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, de se mobiliser à Abidjan d'abord pour être à la maison du PDCI, pour se faire enrôler, pour se faire parrain de Tidiane Thiam. C'est très important. Toute la population de Cocody, que je ne vois pas encore en train de se faire parrain de Tidiane Thiam, que tout le monde se rende à la maison du parti. Il y a les éléments pour permettre de vous enrôler, quel que soit le lieu où vous êtes inscrit pour voter. Vous pouvez le faire à Abidjan. Maintenant, à la population électorale du PDCI-RDA, il n'y a pas plus grand combat que j'ai fait pour le PDCI que celui que je fais aujourd'hui. Et il n'y a pas plus grande foi à un homme que j'ai aujourd'hui pour le président Tidiane Thiam. Il a su me transformer. Le feu qu'il y avait en moi, la violence qu'il y avait en moi, il a su l'apaiser pour en faire une force que l'adversaire découvre et que l'adversaire craint. Et je voudrais que chacun fasse en son sein
ce changement-là pour que notre force, la vision que nous avons, la foi que nous avons, la conviction que nous serons aujourd'hui aux affaires dans ce pays, puisse être regardée par l'adversaire et puisse être respectée ainsi. Qu'il soit dans l'espérance. Ce n'est pas une espérance vaine. Ce n'est pas ici qu'il faut le dire. Mais nous serons sur la liste électorale, nous serons aux élections, nous serons au palais, et qu'ils se préparent à y être, en essayant de convaincre chacun de leurs voisins. Merci, maître. Monsieur le ministre. Oui, c'est la même chose. Hein. Le PDC est plus fort que jamais. En juger, depuis l'arrivée du président Tidiane Thiam à la tête du PDCI, vous voyez l'engouement, les adhésions ont augmenté de façon exponentielle. Et les Ivoiriens s'intéressent maintenant plus à la politique. Ils sont soucieux de leur devenir. Les questions du développement humain sont quelque chose maintenant auquel les Ivoiriens deviennent de plus en plus familiers. Et c'est ça, la conscience politique des Ivoiriens a augmenté et est évidente. Alors, ce sont des signes clairs qui disent que nous sommes sur la bonne voie. Donc, mon message aux militants du PDCI, c'est d'être actifs dans cette voie-là, de ne pas baisser les bras et de continuer toujours dans la voie de l'espérance parce que notre salut n'est pas loin, il est très proche. Et au soir du 25 octobre, nous allons célébrer, avoir la récompense de tous nos efforts. Donc c'est un message d'espoir, un message de foi, un message de détermination. Tension persistante, méfiance, absence formelle de cadre d'échange, le climat politique ivoirien semble peu propice pour un dialogue politique. Faut-il pourtant encore y croire? Très chers invités, le dialogue politique, comme souhaité par le PDCI-RDA, est-il possible à ce stade du processus électoral? Merci pour votre question. Le PDCI est un parti profondément ancré dans la culture du dialogue. C'est dans notre ADN. Donc, la réponse à votre question, c'est que nous y croyons. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que ce dialogue se passe. Parce que c'est notre raison d'exister au PDCI RDA. Et cette posture du PDCI RDA s'adosse à la tradition de notre milieu, de notre terroir, qui est l'arbre palabre africaine. Je vais prendre une citation anglaise qui dit « Let's talk under the tree until we agree ». Parlons sous l'arbre jusqu'à ce qu'on accepte. Donc, le PDCI ne changera pas. Et le président Tidiane Thiam l'a bien rappelé. C'est le sens même de la politique autrement. La politique qui est faite de dialogue, de bon sens, du ton apaisé, pour inviter l'autre partie à la reconnaissance des problèmes communs et des voies les plus appropriées pour arriver à une solution. Parce que notre pays est plus grand que chacun d'entre nous. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Le gouvernement a martelé à plusieurs reprises qu'il n'y avait plus besoin de dialoguer avec l'opposition. Quelles sont les voies alternatives du PDCI aujourd'hui pour amener le gouvernement à la table de discussion? Quand vous parlez de voies alternatives, c'est comme si vous me parlez des plans B. Le PDCI veut un dialogue politique. Il n'y a pas de voie alternative. Nous partons rencontrer toutes les chancelleries, toutes les organisations de la sous-région, celles qui sont arrivées, CEDEAO, Union africaine, les chancelleries qui sont en Côte d'Ivoire. Nous sommes partis à Bruxelles. Une correspondance a été adressée au Vatican. Nous partons. Partout où on peut écouter la Côte d'Ivoire, on peut nous écouter et puis voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il n'y a pas de voie alternative au dialogue. Non, sauf la violence. Or, nous ne sommes pas inscrits dans la violence. On n'est plus jamais inscrit dans la violence. On forgera toujours comme la goutte d'eau qui tombe sur le rocher, jusqu'à ce que ceux qui sont en face de nous, que nous sollicitons à la table de discussion, viennent à nous pour discuter. Il faut bien préciser, le PDCI veut un dialogue
politique avec le gouvernement, pas avec le RHDP, avec le gouvernement. La CAPSI et le front commun que nous avons avec le PPACI veulent un dialogue avec le gouvernement, pas avec le RHDP. Nous allons aller doucement, mais nous pensons et nous avons la certitude, la foi, que ce dialogue-là aura lieu dans les conditions que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Justement, il y a eu récemment une rencontre entre la CAPSI et le RHDP. Quel commentaire faites-vous de ce cadre d'échange? Le PDCI n'a pas réagi officiellement à cette rencontre-là. Je ne peux pas me permettre d'interpréter. Ce que j'ai pu donner, c'est juste des appréciations personnelles. Elle m'a semblé précipitée. Elle m'a semblé pas préparée. Elle m'a semblé un élément d'une stratégie de communication. Bon, qu'est-ce qu'on en a retiré? La porte-parole de la CAPSI est une personne très avisée politiquement, Madame Gbagbo. Nous pensons qu'elle a pu tirer des bons marrons de ce feu. Ils ont dit que c'était un premier point dans plusieurs séances, mais je précise, le PDCI veut dialoguer avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, pas avec le RHDP. Merci, Maître. Monsieur le ministre, Maître Blessis a cité un certain nombre d'actions menées au niveau international. Pensez-vous que ces actions de diplomatie pourraient jouer un rôle dans un contexte où le président du parti est absent du pays? Je vais élargir votre question parce que quand vous dites que est-ce que le PDCI croit à quels sont les moyens dont dispose le PDCI pour aboutir au dialogue inclusif, politique que tout le monde, tous les acteurs appellent de leur vœu, j'élargis cette question en intégrant la dimension internationale, diplomatique comme vous dites. Le PDCI est un parti structuré. Le secrétaire exécutif et toutes les structures du parti sont des branches de gouvernement. C'est un shadow gouvernement, c'est normal parce qu'un parti politique, son aspiration, c'est l'accès au pouvoir. Donc on n'attend pas de gagner les élections pour l'assumer. Nous le pratiquons au jour le jour. Donc de ce point de vue, la section diplomatique donc, du PDCI-RDA est au travail depuis belle durée, depuis très longtemps. Et nous déployons des actions à triple niveau. Le premier niveau, c'est au niveau interne, avec les chancelleries locales. Plessis l'a dit tantôt. Nous avons eu des rencontres avec toutes les ambassades, particulièrement les grandes ambassades qui comptent, celles qui sont représentées au Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Et également des pays, en termes de la dimension géopolitique, des pays de notre continent qui comptent. Des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, des pays comme l'Égypte, nos partenaires privilégiés comme le Maroc. Et au niveau européen, bien entendu, l'Union européenne qui est là. Donc, ça c'est au niveau, donc, j'allais dire, local, au niveau interne. Le deuxième niveau, et puis bon, j'ajoute à cela, il y a aussi des acteurs très importants, ce sont les organisations de la société civile que nous avons également, nous contactons régulièrement. Amnesty International, Human Rights Watch, leur délégation ici. Les organisations qui s'occupent des droits de l'homme. Alors, ça c'est le niveau local. Au niveau continental, ce sont les organisations sous-régionales et régionales, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Vous avez témoin donc des visites, nombreuses visites récentes des représentants de ces organisations-là. Nous avons reçu successivement la délégation du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le sigle en anglais, c'est UNOWAS. Ils sont venus. Nous avons eu des discussions avec eux. Nous avons également eu des discussions avec une représentation, une forte délégation de haut niveau de l'Union africaine.
et également une grande réunion avec une forte délégation de la CEDEAO récemment. Et la dernière délégation qui est venue, c'est la délégation des Elders africains, c'est les anciens chefs d'État africains, une initiative pilotée par l'ancien président du Nigeria, son Excellence Goodluck Jonathan, État assisté du président Yahi Boni et d'anciens fonctionnaires internationaux, notamment Ibn Shamas. Et également au plan international. Au plan international extérieur, ça c'est la diplomatie étant le domaine réservé donc, du président, notre président, et compte tenu de son audience internationale de très haut niveau, il déploie des activités à l'international qui justifient son absence que nous constatons. Mais je veux dire qu'au cours de toutes ces réunions, nous interpellons ces organisations internationales qui sont des dépositaires des textes importants, des conventions importantes que la Côte d'Ivoire a signées et ratifiées. Au niveau de la CEDEAO, il y a le protocole additionnel pour les élections, la gouvernance et la démocratie. Des dispositions pertinentes, claires, concernant les élections, à l'effet d'éviter les violences liées aux élections, sont contenues dans ces textes. Nous avons interpellé ces organisations sur leur devoir, leur responsabilité statutaire à amener les parties prenantes à se conformer à ces dispositions-là. Et également, donc, au niveau de la CEDEAO, il suffit de même au niveau de l'Union africaine et même au niveau des Nations unies. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'incendie se déclenche, se ravive et devienne hors de contrôle. Et c'est l'intérêt de cette disposition, de ces textes-là. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, il y a une disposition pertinente qui interdit tout changement dans le code électoral ou la constitution à une période 6 mois avant une élection, toute élection, particulièrement l'élection présidentielle qui est la mère de toutes les élections. Or, là, nous avons constaté avec beaucoup de surprises que des dispositions du code électoral concernant justement le parrainage ont été, des modifications ont été apportées. Nous avons interpellé la CEDEAO là-dessus. Oui. Et est-ce que la CEDEAO, au-delà du rôle d'interpeller, peut prendre des sanctions à l'encontre du gouvernement justement pour la modification de ce code électoral? Bien, c'est tout un processus. C'est tout un processus, c'est par gradation, c'est gradué. Mais je veux vous dire exactement, parce que cette disposition, cette violation, il faut qu'elle soit constatée, la CEDEAO va le faire. Parce que la CEDEAO rencontre toutes les parties prenantes, y compris et surtout le gouvernement. Donc, à cette occasion, elle a eu à interpeller le gouvernement. Et c'est son rôle. Son rôle de conseil, son rôle de supervision, de monitoring. Et c'est ça le dialogue. C'est une façon de vous répondre. Parce que le dialogue, c'est pas, on ne décrète pas un dialogue. On dit, bon, allez, venez vous mettre à la table de négociation. Non. C'est un processus, c'est une démarche. C'est ça le sens du dialogue, la discussion. On parle. Et les dialogues continuent. Ce n'est pas, ça va après même que la délégation ait quitté la Côte d'Ivoire. Par les moyens modernes de communication. Et continue de parler. Et nous sommes persuadés, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je vous ai dit que nous sommes ancrés foncièrement, nous, PDCI, dans la culture du dialogue. C'est une valeur cardinale, capitale pour le PDCI RDA. Nous allons épuiser toutes les voies du dialogue jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Et nous en sommes convaincus. Maître, peut-on dire, au regard du rôle joué par les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, que le rôle de la diplomatie aujourd'hui est plus un frein qu'un atout dans le cas de la Côte d'Ivoire? Non, je pense qu'il ne faudrait pas que notre volonté, notre désir de voir les questions, les problèmes se résoudre rapidement, faut pas que cette
cette position-là nous oblige à mal apprécier le rôle des organisations sous-régionales. Les organisations sous-régionales font ce qu'elles doivent faire. Très souvent, nous ne sommes pas satisfaits, on les voit venir en pompier après que le feu soit allumé. Mais comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, les discussions ne sont pas simples avec les organisations de la sous-région. Nous ne partons pas pour nous asseoir, pour parler. Heureusement aussi, à l'intérieur des délégations de PDCI, il n'y a pas que des diplomates qui ont une culture du calme, d'une culture des emphases, des mots. Non. Il y a aussi d'autres personnes comme moi, comme nous autres, qui ne prennent pas les mots diplomatiques pour leur dire, leur reprocher ce qu'il faut. Je n'ai pas manqué de dire à la CEDEAO que, mais attendez, il y a des modifications des textes depuis 6 mois, avant 6 mois là, qui se font. Où est-ce que vous étiez? Mais d'où vous venez? Puisque même l'Union africaine qui est loin là-bas est déjà venue. C'est maintenant que vous arrivez. Vous arrivez pour faire quoi? Mais il faut aussi quelquefois savoir raison garder. Les Ivoiriens sur les réseaux sociaux te disent attention, ils ont changé les articles du code électoral sur le parrainage en disant maintenant 1% de ceci, cela. Lorsque tu regardes bien, c'est une amélioration du texte. Donc on ne vient pas avoir une influence négative sur les élections. Voilà, on est venu préciser. Mais quand on introduit par exemple la tablette, si on fait de la tablette l'élément absolument nécessaire pour faire le parrainage, on aura alors modifié substantiellement le processus électoral, un texte du processus électoral. Alors là, ça tombe sur le coup de l'article 4 et 5 du protocole de la bonne gouvernance et de la démocratie. Vous voyez? Et là, le texte nous dit, ça ne pouvait être introduit que si il y avait un débat consensuel pour arriver à cela, ce qui n'a pas été du tout. Donc je pense que les organisations internationales sont là. Souvent notre désir de voir les problèmes réglés fait que nous les regardons et nous disons que ces organisations sont tétanisées, ne travaillent pas, ainsi de suite. La CEDEAO fait son travail, l'Union africaine fait son travail. Ce n'est pas facile d'enjamber la souveraineté d'un pays. D'enjamber la souveraineté d'un pays, c'est là le grand problème. Mais nous avons toujours ce contact-là pour pointer du doigt ce qui ne va pas, et eux sont porteurs de ces éléments-là vers ceux qui, par contrainte, réussissent à faire bouger les lignes. C'est très important. Nous sommes à 3 mois des élections. Qu'attendez-vous concrètement de la CEDEAO, de la communauté internationale, de la CEI et du gouvernement? Bien, 3 mois des élections, nous sommes préoccupés, parce que le contraire serait... Bon, nous sommes préoccupés. Mais en même temps, nous gardons espoir. Parce que le rôle de la communauté internationale, comme vous le savez, c'est un peu dans une équipe. C'est un peu, en plus des remplaçants, c'est le 12e joueur. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est caractérisé par son ouverture sur l'extérieur. Depuis son indépendance par le président Foumaï. C'est une volonté stratégique du président Foumaï qui a mis justement cette ligne-là. La Côte d'Ivoire n'a jamais dérogé à cela. La Côte d'Ivoire, en fait, nous ne pouvons concevoir la Côte d'Ivoire sans l'extérieur, l'ouverture sur l'extérieur. Donc c'est un pays qui est vraiment forgé, un fruit de la coopération internationale. Donc, l'international a un rôle important à jouer en Côte d'Ivoire et il le joue. Donc, aucun acteur politique en Côte d'Ivoire ne peut ignorer l'importance, le poids de l'international. Bien. À partir de cela, ça a des avantages, hein, mais ça a aussi des devoirs. Donc, la communauté internationale peut donner des avis amicaux, par des canaux appropriés pour que les uns et les autres comprennent dans quelle direction aller pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt de sa stabilité. La Côte d'Ivoire, son rôle et son poids dans la sous-région l'oblige à adopter une certaine stature. La Côte d'Ivoire doit être l'exemple
l'exemple de la bonne gouvernance, de la stabilité et de la prééminence, j'allais dire, des équilibres sous-régionaux. Alors, de ce point de vue, le PDCI a des instruments en termes d'action diplomatique dans le cadre de deux organisations, des réseaux. Au niveau continental, il y a ce qu'on appelle la Democrat Union of Africa, l'Union des démocrates africains. Et nous sommes membres fondateurs du reste. Et cette organisation a un réseau de au moins une trentaine de partis politiques répartis dans toute l'Afrique et qui font écho. D'abord, ils connaissent la situation de la Côte d'Ivoire et c'est suivi, et ils font écho de nos préoccupations. Ils ont même adopté, lui a dû adopter une déclaration qui demandait, avec vraiment beaucoup d'insistance, que, par exemple, que la révision de la liste électorale 2025 soit faite avant les élections présidentielles de 2025. C'est un message fort. Et dans cette déclaration, la DOA a également demandé la réinscription, l'inscription en tout cas du président Cheikh Tidjane Thiam, ainsi que des autres figures politiques. Mais principalement le président Cheikh Tidjane Thiam, parce que le PDCI est membre de cette organisation. C'est une fêtière. Également, nous sommes membres de la fêtière au plan international, qui est l'International Democrat Union, qui regroupe plus d'une centaine de partis politiques qui couvrent plus de 85 pays, dont le siège est à Londres, à Munich en Allemagne. Et c'est dans ce cadre-là même que le président Tidjane Thiam a fait un déplacement à Bruxelles et il a présenté la situation du pays, de la Côte d'Ivoire et la situation du PDCI à cette fêtière-là, qui a pris bonne note et qui nous soutient. Et récemment, vous avez vu dans la presse une déclaration du Parlement européen, à la voix d'un député, qui, de façon claire, a demandé que les élections, d'abord à relever l'importance que revêt des élections inclusives, apaisées et transparentes en Côte d'Ivoire, et à encourager à ce que toutes les parties prenantes, particulièrement le président Cheikh Tidjane Thiam, participent à cette élection présidentielle. Et en fin de déclaration, a dit que c'est une mise en garde, que ce qui était des freins au bon déroulement du processus démocratique s'exposerait à des mesures restrictives. Voilà. En langage diplomatique, vous savez dire ce que ça veut dire. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Merci. Vous savez, souvent, quand on regarde les démocraties africaines, je ne sais même pas pourquoi je les nomme comme ça. Oui, c'est vrai que ça doit exister dans certains pays. Toutes les structures existent, toutes les entités existent. Il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire, tout existe. Il y a le Sénat, il y a le truc de la bonne gouvernance, il y a tout. Tous les aspects sont là. Mais comment ça fonctionne? On les biaise. On les traverse avec des pratiques qui ne sont pas démocratiques. Et je pense aussi qu'au niveau international, que ce soit la CEDEAO ou bien l'Union africaine, certaines mauvaises pratiques traversent ces grandes organisations. Des amitiés éprouvées avec des pouvoirs en place qui font que l'exercice de leur pouvoir réel, de leurs compétences réelles qui devraient nous permettre d'éviter, par la simple contrainte internationale, d'éviter que certains gouvernements ne passent dans la pratique qui est réprouvée. Et ça existe. Ce que je demanderais simplement aux organisations internationales, c'est qu'elles puissent se départir
de leurs amitiés circonstancielles avec les pouvoirs en place, pour les regarder de façon générale et puis neutre, et de les apprécier dans leurs vraies valeurs, les valeurs qui intègrent ce que c'est qu'une démocratie, ce que c'est qu'une pratique démocratique, ce que c'est qu'un fait démocratique, une pratique démocratique. Alors, ces organisations trouveront le ton nécessaire pour pas enjamber la souveraineté, mais pour attirer l'attention sur ce que le non-respect de ces normes internationales met à mal la démocratie dans les pays. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement ivoirien pourra comprendre qu'il faut faire une révision de la liste électorale en 2025 parce que c'est son obligation légale. C'est à partir de ce moment-là que le gouvernement de la Côte d'Ivoire pourra comprendre qu'il faut installer une CEI réellement indépendante. Pas une CEI de représentants, on dira oh non, tel est là, tel est ceci, mais en réalité, on le sait tous. C'est là qu'on pourra vraiment comprendre qu'il y a nécessité à auditer complètement la liste électorale. Quand on dit auditer la liste électorale, elle peut se faire sur le plan interne. Nous faisons cette audit tout le temps pour remettre à la CEI, pour dire ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas. Mais lorsqu'on fait l'oreille sourde et que rien n'est modifié, lorsque dans une liste électorale, des centaines, des milliers de personnes sont déplacées à leur insu depuis leur base, les circonscriptions électorales de Port-Boué pour se retrouver à Oumé, sur la liste électorale là-bas, et qu'on dit non, peut-être c'est une erreur. Mais quand une erreur se répète 3, 4, 5 fois, permettez-moi d'en douter, ce n'est plus une erreur. Ça peut être une négligence coupable, une négligence volontaire, une malveillance, quelque chose qui doit conduire à un résultat certain. Ce que nous demandons, c'est que les pratiques démocratiques soient claires, que tout soit bien fait, pour que demain, quand on va aux élections, celui qui a perdu à 18h appelle celui qui a gagné à 18h pour lui dire félicitations, on se retrouve dans 5 ans. C'est ce que nous cherchons. Merci maître. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore cette émission. La Côte d'Ivoire est plus grande que nous tous et nous devons tout mettre en œuvre. Et moi j'appelle au sens élevé, au sens politique, au sens de l'État, des acteurs politiques, commencer par au sommet, plus au sommet, de tout mettre en œuvre pour préserver ces biens communs dont nous sommes tous fiers en Côte d'Ivoire, qui est la paix et qui est irremplaçable. Donc c'est un appel au sens de responsabilité de tous les acteurs de la classe politique pour tout mettre en œuvre afin que ces élections se passent dans la paix et que les résultats soient des résultats incontestables parce que le processus serait passé dans la transparence. Merci, monsieur le ministre. Maître. Juste 2 phrases pour m'adresser aux militants et sympathisants du PDCI-RDA. Pour leur dire de se laisser gagner par l'esprit du PDCI. Le PDCI, c'est un esprit. C'est un esprit. J'en fais tous les jours l'expérience. Quand je parle du PDCI au milieu d'une foule à un meeting, l'esprit m'envahit. C'est un esprit de dialogue, un esprit d'engagement pour le pays, un esprit fort. C'est cet esprit qui a possédé Houphouët-Boigny. C'est cet esprit qui a possédé Bédié. Et c'est à cet esprit qu'a été nourri le président Cheikh Tidiane Thiam. Il faut regarder et puis pouvoir voir en Thiam ce qui était en Houphouët et ce qui était de paisible en Bédié aussi. Le PDCI, c'est un esprit. Il ne faut pas qu'il se laisse gagner par un élan de violence, ainsi de suite. Ce n'est pas notre ADN. Nous devons rester zen et nous devons rester dans l'espérance. C'est la force de notre foi en ce que nous allons gagner demain, le 25 octobre, qui interroge l'adversaire.
Nous ne partons pas à des élections pour faire de la figuration. Nous n'allons pas à des élections pour faire de la figuration. Que ceux qui le pensent arrêtent de penser à quoi, ainsi de suite. Nous allons avec Cheikh Tidiane Thiam. Mais quand est-ce que vous allez asseoir, vous dresser debout dans une dignité et qu'on ne vous dicte pas votre candidat, qu'on ne vous dicte pas votre plan A, votre plan B? C'est lorsque vous aurez choisi vous-même et que vous serez resté dans ce choix. Et le PDCI reste dans ce choix. Tidiane Thiam. Et puis la victoire le 25 octobre. Ayez confiance. Entre dynamique partisane et blocage institutionnel, la Côte d'Ivoire reste à la croisée des chemins. Le dialogue n'est peut-être pas mort, mais il ne renaîtra qu'avec la volonté partagée de dépasser les intérêts de clans pour penser le bien commun. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Autrement Politique revient la semaine prochaine, même heure, même exigence.